Vous écoutez RMC. 6h-9h, RMC Direct. Nicolas Poincaré. C'est notre histoire. L'invité politique d'RMC ce matin, c'est le président de la région Centre, ancien ministre de la Défense. Bonjour Hervé Morin. Bonjour, président de la région de Normandie. Normandie, naturellement, pardon. C'est pas exactement la même chose. Non, on va en parler de la région Normandie, mais un mot d'abord sur ce drame épouvantable hier soir, hier après-midi au Niger. 6 Français, donc plus 2 accompagnateurs nigériens qui ont été assassinés par des hommes à moto. Ça s'est passé au sud de Niamey. C'était des travailleurs humanitaires, jeunes travailleurs humanitaires qui s'étaient offert une parenthèse en ce dimanche avec une excursion dans une réserve. Le crime n'a pas été revendiqué à l'heure qu'il est, mais le caractère terroriste ne fait aucun doute. Très probablement. D'abord, c'est l'accablement devant un tel geste de barbarie. J'ai envoyé un petit message à Frédéric de Saint-Cernin, qui est le directeur général de cette ONG, qui est une grande ONG française. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est dans des zones dans lesquelles la France est considérablement exposée, puisque notamment il y a l'opération militaire qui est Barkhane. Et donc à partir de là, les Français sont plus exposés que les autres. Ce que j'espère, c'est que les forces françaises, accompagnées des forces africaines du secteur, puisque ce sont des groupes terroristes qui sont dans les différents pays du Sahel, au Mali, au Burkina Faso, on sera en capacité de les retrouver et de faire en sorte que ce crime ne reste pas impuni. Et c'est un crime épouvantable, effectivement. Qu'est-ce que ça montre, cet attentat, que l'armée française, avec 5000 hommes, ne peut pas sécuriser une zone aussi grande ? C'est une évidence. La question qui va se poser, c'est comment, un jour ou l'autre, on arrive à stabiliser la région. Et le sentiment, c'est que ça doit faire 7 ans que nous y sommes. Et le sentiment, ça va être un jour ou l'autre de dire, mais avec qui fait-on cela ? Est-ce que les Africains prennent le relais ? Ils ne le prennent pas assez suffisamment. Est-ce que les Européens viennent avec nous ? Puisque derrière ça, il y a bien entendu la question de la sécurité en Europe. Est-ce que cette zone tombe dans les mains des terroristes, et donc avec les conséquences en cascade pour l'Europe, et donc aussi pour la France, le besoin un jour de dire aux autres, c'est aussi votre affaire et c'est pas simplement la nôtre. Mais pour l'instant, ils ne viennent pas, les Européens. Il y avait un grand projet d'essai. Il y a un petit peu d'Européens qui viennent, mais ils viennent toujours 300. de façon assez anecdotique pour faire du conseil. J'ai vécu ça quand j'étais ministre de la Défense. À chaque fois, les Européens nous disent qu'ils viennent, et ils viennent faiblement. Et il faut avoir aussi en tête que les Américains, désormais, et c'est pas depuis Trump, c'est aussi depuis Obama, refusent d'intervenir dans un certain nombre de régions, continuent à nous donner des coups de main militaires, des coups de main en matière d'observation, mais en clair, les Américains nous disent, nous, on n'est pas chargés de gérer la totalité des crises dans le monde. Donc, quand on est en Afrique, et notamment dans cette Afrique subsaharienne et sahélienne, c'est votre affaire. Votre affaire, vous les Européens. Vous les Européens. Le projet français, qui était un assez beau projet sur le papier, c'était d'essayer de rassembler des forces spéciales, c'est-à-dire les forces d'élite des 27 pays européens le plus possible, de les faire travailler ensemble. Ça s'est jamais fait. Oui. C'est un beau projet, mais il avance pas. Les forces spéciales européennes ne sont toujours pas. C'est à l'image de l'impuissance de l'Europe. L'Europe est incapable de défendre ses valeurs dans des opérations qui font appel aux forces armées. L'Europe reste un nain politique et géostratégique. C'est malheureusement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et ça ne s'améliore pas. Et la France va rester toute seule dans ce désert pendant combien de temps ? 10 ans, plus ? Oui, c'est ce que je dis. Un jour, il faudra poser les questions et dire aux autres, on n'est pas chargé de porter un tel fardeau militaire, parce que c'est un fardeau considérable. 5000 hommes sur le terrain, sur un espace gigantesque, imposant des moyens militaires considérables. Je pense que quand François Hollande a décidé d'intervenir au Mali, il a bien fait pour éviter que le pays ne tombe. Mais 7 ans plus tard, il est temps qu'on dise aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités. Donc il faudrait commencer à prévenir les Africains qu'un jour ou l'autre on partira. Non, il faut d'abord dire aux Européens, il va falloir vraiment s'y mettre. Et deuxièmement, dire aux pays africains à qui on donne souvent des moyens militaires supplémentaires. J'ai vu que les Américains avaient donné il y a peu de temps, avaient annoncé pour le Niger des livraisons de petits blindés. Et dire aux pays de la zone que c'est aussi leur histoire, mais
toute opération militaire doit avoir un but politique. Et c'est ce but politique qu'il faudrait réellement construire avec les Africains, en disant voilà, comment on instaure des équilibres entre les régions, comment on accorde des moyens constitutionnels qui permettent de stabiliser, toute chose qui, par exemple, au Mali, n'a pas eu lieu. Hervé Morin, dans l'actualité internationale, il y a aussi cette explosion monstrueuse la semaine dernière à Beyrouth. Quel regard vous avez porté sur la réaction d'Emmanuel Macron ? Est-ce que le président français a eu raison de s'y rendre aussi vite et de façon aussi spectaculaire ? Écoutez, le président de la République... voilà, la France et le Liban, c'est une longue histoire et c'est une immense histoire d'amitié, même d'amour entre les Libanais et les Français. Donc, qu'il y vienne et qu'il y aille rapidement, je veux dire, c'est assez naturel. Voilà. En même temps, on est au-delà de l'aide que nous devons apporter et que je crois les Européens et le monde entier doivent apporter au peuple libanais. Et la question, elle est d'abord politique. Est-ce qu'on sort de la déliquescence dans laquelle le Liban plonge avec un système politique qui conduit à l'impuissance quand vous avez un système multiconfessionnel où vous accordez aux maronites, aux chiites, aux sunnites, les uns la présidence, les autres, etc. Enfin, bref, on aboutit à un système qui ne marche pas. Et l'État au Liban ne marche pas. Et donc, pour les Libanais, la question qui se pose, c'est est-ce qu'après les accords de Taïf qui ont sorti le Liban de la guerre civile, est-ce qu'on est capable de bâtir une autre constitution permettant de rétablir l'État ? Il y a une jeunesse qui manifeste depuis des mois, bien avant les... Oui, mais c'est pas simplement... Le système politique, on le connaît, ça fait 30 ans que ce sont les mêmes. Mais au sens propre, hein. Oui. Au sens propre, ceux qui dirigent le pays actuellement étaient là pendant la guerre civile il y a 30 ans. Ouais. Mais la question, c'est bâtir un système constitutionnel capable de fonctionner. Et donc la question repose aussi sur les Libanais eux-mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables aussi de pousser à sortir le pays d'un système multiconfessionnel qui est une espèce de construction d'une impuissance. Mais est-ce que la France doit soutenir ces manifestants, ces jeunes qui sont dans la rue C'est pas à nous d'intervenir dans des affaires intérieures. Ce qu'il nous faut faire, j'entendais ce matin que la France envoyait un bâtiment de projection et de commandement, c'est apporter des moyens humanitaires, physiques. Les régions donneront un coup de main à travers de la coopération décentralisée à différentes organisations. Il faut que nous les aidions d'abord à penser les plaies et à gérer la crise matérielle, humanitaire, sanitaire. Pour le reste, c'est d'abord quand même et avant tout la question des Libanais eux-mêmes. Alors ce drame libanais, ça nous a aussi montré le danger d'un produit, c'est le nitrate. Donc est-ce que vous savez si en France il faut en tirer des conclusions ? Est-ce que dans les ports ? Non. Je n'en sais rien, donc ne me posez pas cette question. Je ne sais parce pas. que vous êtes président d'une région où il y a des grands ports. Oui, enfin en France, on a tout de même quand même des inspections et des contrôles réguliers. Alors vous nous dites qu'il n'y a pas de problème de je dis que ce sont des fonctions et des missions qui appartiennent au service de l'État, qu'il y ait besoin de contrôle, probablement, mais honnêtement, je pense que globalement, ils sont faits, quoi. Voilà. Alors en revanche, le Covid, ça concerne les services de l'État, mais aussi les collectivités territoriales et votre conseil régional de la Normandie. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée ? Parce qu'on a vu ces derniers jours que le ministère de l'Éducation nationale avait un petit peu changé sa doctrine, avait indiqué qu'il fallait qu'à la rentrée, notamment dans les lycées dont vous avez la responsabilité, tous les élèves puissent être accueillis, quitte à ce qu'il n'y ait plus de distanciation physique entre les classes, quitte à ce que les élèves soient serrés dans une même classe. Comment vous réagissez à tout ça ? J'ai lu, comme vous, la circulaire qui a été envoyée, dont on ne connaissait pas nécessairement l'existence, puisqu'elle avait été envoyée au rectorat et que nous avons pu la lire la semaine dernière. En clair, elle part du principe que les choses désormais vont mieux aller. Et dans le même temps, j'entends des médecins m'expliquer, ou le directeur général de la santé nous expliquer qu'on est en limite de rebond épidémique. Donc la question pour moi, elle est simple, c'est si les choses sont à peu près régulées en France concernant la Covid, bon, très bien, on a un modèle dans lequel tout de même il y a un certain nombre de pages blanches.
Qu'est-ce qu'on fait pour les cantines? Il n'y a rien là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait pour les internats? Qu'est-ce qu'on fait pour le transport scolaire? En revanche, ce que je vous dis et ce que je disais la semaine dernière, c'est que s'il y a un rebond épidémique très important, nous ne sommes pas nécessairement préparés à bâtir un modèle dans lequel il faudra faire de l'enseignement à distance, faire des groupes décentralisés, parce qu'on ne va pas pousser les murs des lycées. Et donc, moi, mon inquiétude, je fais une réunion cet après-midi au Conseil régional avec tous mes services, c'est comment on bâtit un modèle où on évite la déscolarisation massive si on a un rebond épidémique et qu'on est obligé de refaire des demi-groupes et de l'enseignement. On va être obligé de faire de la distance entre les élèves. Donc, c'est ça le sujet, c'est nous préparer aussi au cas où le rebond épidémique est celui qu'on nous annonce, ou tout du moins dont on nous dit qu'il est possible. Voilà. Et vous avez l'impression que le ministère de l'Éducation nationale ne se prépare pas vraiment à cette hypothèse? Nous, on a beaucoup de discussions avec le rectorat, mais comme vous le savez, c'est un système hyper centralisé et totalement pyramidal. Donc, ce sont les consignes du ministère qui sont mises en œuvre ensuite par l'administration et par les rectorats. Et ce que je sais, c'est que s'il y a un rebond épidémique, comment je gère les internats où on n'est pas en capacité de faire de la distanciation? Comment les collectivités, communes, départements, régions gèrent les cantines? Est-ce qu'on rouvre les cantines ou est-ce qu'au contraire on fait du portage de repas, du sandwich? Toutes ces questions-là, elles méritent. Je trouve qu'il faudrait bâtir complètement et totalement les deux scénarios. Un scénario où tout va bien, ou pas trop mal, et un scénario dans lequel les choses s'aggravent. Et ça, pour les lycées, c'est au président des différentes régions de l'organiser? Oui, c'est au président de région, le président de région, parce que c'est nous qui gérons toute l'intendance, toute l'organisation matérielle. En clair, on gère les lycées sauf la pédagogie. Et c'est aussi, bien sûr, un dialogue permanent avec le rectorat, puisque une part de la responsabilité appartient à l'État. Sur cette maladie, il y a une question aussi que les Français se posent beaucoup en ce moment, c'est est-ce qu'il faut porter le masque partout dans la rue? Est-ce que ça doit être rendu obligatoire? On sait que depuis moins d'une heure, certains quartiers de Paris ont adopté cette mesure. Dans votre région, je crois qu'il y a Honfleur, il y a Étretat, qui sont des communes qui avaient déjà décidé de généraliser le port du masque. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, moi, d'une part, il y a tout de même des médecins qui ont des avis très divergents sur tout ça. Au-delà, ce que je crois, c'est qu'il faut tout de même avoir un peu de cohérence. La première cohérence, c'est de faire appliquer les règles qu'on a imposées. Est-ce qu'elles sont nécessairement appliquées? Pas forcément partout. On voit encore des endroits où normalement on doit porter le masque et qui n'est pas nécessairement porté. Baladez-vous dans des bars à Paris le soir, je ne suis pas sûr que tout le monde applique les règles. Bien. Donc, appliquer les règles qui sont imposées depuis des semaines. Deuxièmement, sur le masque dans la rue, très franchement, où se situe la cohérence d'une rue à l'autre? Je regardais le plan. Alors, la rue Saint-Honoré, prenons le 2e arrondissement. La rue Saint-Honoré est interdite, mais pas les rues adjacentes, pas la place du marché. Moi, ce que je crois, c'est qu'à Paris, il faut qu'il y ait des quartiers, parce que sinon, vous manipulez le masque. Alors, on nous explique que quand on manipule le masque, on prend des risques, etc. Donc, je crois que le bon schéma, ce serait de considérer qu'il y a des quartiers qui sont très commerçants et que ces quartiers-là, on porte le masque en permanence, quelle que soit la rue, et puis dans d'autres quartiers qui sont complètement résidentiels, qu'on laisse la rue sans masque, si je puis dire. Et en dehors de Paris, vous êtes favorable à quoi? Oui, moi je suis favorable à un modèle assez comparable, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des populations, tout du moins des concentrations de population importantes, eh bien qu'on y porte le masque. Il y a deux choses qu'on doit éviter, c'est bien sûr le rebond épidémique et ses conséquences pour la santé de nos compatriotes, et deux, l'obligation de confinement à nouveau, parce que la France ne s'en relèverait pas. Et il y a aussi une grande inégalité entre les régions en France. La Normandie est plutôt une région épargnée pour l'instant? Oui, mais vous savez, c'est pour ça que pour moi, il y a des choses que je suis pas médecin, mais nous, on a très peu. Je regardais les chiffres de l'Agence régionale de santé. On a 4 personnes en réanimation en Normandie. Donc très peu, et plus d'une centaine d'hospitalisés sur une population de 3 300 000 habitants, avec en plus beaucoup de touristes aujourd'hui. Donc vous voyez bien qu'on est sur des volumes très faibles. Mais prenez la Mayenne. La Mayenne, pas loin du tout. Pas loin, et dont on nous expliquait que la situation était grave, avec un taux de prévalence élevé. Quand vous regardez les chiffres des personnes en réanimation et hospitalisées, ça reste faible. Donc,
Bon, voilà, j'ai un certain nombre de choses que je m'explique mal. Oui, mais comme tout le monde, depuis le début de cette maladie, il y a un certain nombre de choses qu'on s'explique tous mal. La conséquence, en revanche, très concrète, c'est le tourisme. Les Américains, les Anglais ne sont pas sur les plages de Normandie cet été. Ça va faire un gros manque à gagner. De toute façon, on récupérera pas cette année le manque à gagner des premiers mois. Ça fait aucun doute. Mais du printemps, j'étais dans différentes communes de Normandie, dans la Manche, dans Seine-Maritime, à Saint-Valery-en-Caux. Moi, je suis de la côte fleurie, donc très clairement, il y a énormément de monde à l'heure actuelle. Le mois de juin a été moyen mauvais. Le mois de juillet est plutôt très bon. Plusieurs restaurateurs me disaient on a fait des chiffres d'affaires assez exceptionnels. Je pense que le mois d'août sera bon parce qu'il y a une clientèle française importante, plus des Belges. Et comme vous le savez, les Belges sont les meilleurs touristes au monde. Ce sont ceux parce qu'ils dépensent beaucoup. Ce sont ceux qui consomment le plus que les Américains et tous les autres. Donc on attend le retour de nos amis belges. Et donc on aura probablement un juillet et août assez bon, notamment sur les côtes. C'est moins vrai quand on est à l'intérieur. Attention, c'est très variable d'un endroit à l'autre. Hervé Morin, un mot de politique. Je crois que vous faites votre rentrée le 30 août dans l'heure. Fête de la pomme, comme chaque année. Avec Valérie Pécresse et Gérard Larcher. Vous dirigez ce parti, les centristes. Pour qui vont rouler les centristes lors de la prochaine présidentielle ? Écoutez, moi, ce que je sais, c'est qu'il nous faut bâtir une alternative. Cette alternative, elle doit être incarnée. Pour moi, le candidat qui me semble être en capacité de l'incarner, c'est François Baroin. Et j'espère qu'à l'automne, il commencera à s'exprimer pour dire aux Français qu'il sera au rendez-vous de 2022. Il l'a dit, qu'il parlerait à l'automne. En revanche, on ne sait pas ce qu'il va dire. Et est-ce qu'il y a une place à droite pour Édouard Philippe ? Écoutez, je suis pas convaincu que lorsqu'on sort de Matignon et avoir été acteur de la majorité, on puisse être candidat à la présidentielle 2 ans plus tard face à celui qui vous a permis d'émerger. Je pense que c'est très compliqué, un schéma comme celui-ci. Bon, et un dernier mot, votre regard sur ce Premier ministre qui a remplacé Édouard Philippe, Jean Castex, il est là depuis quoi ? Depuis 3 semaines, 1 mois ? Oui, écoutez, moi j'aime bien le côté contrepoint. On pouvait se dire qu'Emmanuel Macron connaissait peu la France au-delà du périphérique. Avec Jean Castex, on a l'homme de la France des territoires. Moi, j'aime plutôt son style. Ça nous change des systèmes policés issus des mêmes configurations mentales, si je puis dire. Merci beaucoup. Hervé Morin, président du Conseil régional de Normandie, ancien ministre de la Défense, était l'invité politique ce matin sur RMC.